Bonjour à vous tous et bienvenue à nouveau sur Beach Handball Café. Je suis très content finalement de démarrer l'épisode, un des 3 épisodes dédiés au Brésil, l'équipe plus forte au monde de Beach Handball. Ça faisait un moment que j'ai rêvé de faire cette trilogie dédiée au Brésil parce que ça me fascine cette équipe que depuis début 2006 domine la scène internationale. Et je tenais beaucoup à partager avec Jérôme Roland cet épisode parce que lui, c'est un des protagonistes de cette épopée. On a déjà dédié une inter-épisode à Jérôme avec une interview, avec des détails de sa carrière et sa vie professionnelle dans l'handball. Mais donc, je vous invite à le revoir. Mais sachez que Jérôme, depuis 2004, il est arbitre des beach handball, même si en France personne ne le savait, parce qu'en France le beach handball il démarre maintenant, et donc lui c'est un des pionniers du beach handball, et franchement c'était sympa de revoir avec lui et de commenter la finale championnat du monde 2006 et la finale championnat du monde 2010. Ça va Jérôme? Bienvenue. Ça va très bien, merci Claudio, merci de m'accueillir. C'est toujours un réel plaisir d'échanger avec toi sur le beach handball. D'ailleurs, petit clin d'œil au week-end dernier où on a pu échanger, partager ensemble sur le sable à Ballaruc-les-Bains avec plein de nouveaux amis beachers. Donc c'était vraiment super agréable et encore une fois un réel plaisir de parler de beach handball avec toi. Oui, parce que finalement, la Fédération française a démarré les formations officielles pour devenir un jour entraîneur de beach handball. Donc, tous les acteurs, Jérôme compris, on a participé à cette formation. Donc, bien évidemment, Jérôme, moi et d'autres, on a un peu plus d'expérience. Il y en a d'autres qui démarrent maintenant. Donc, c'était plus qu'une formation, un vrai moment de partage d'expérience pour amener tout le monde à progresser dans le beach handball. Et on espère qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont participer à... En tout cas, c'est bien éclaté et c'est l'esprit du beach handball, n'est-ce pas? Tout à fait. Et puis, le café aussi qui est présent. Café présent, t'as raison. Aujourd'hui, j'ai même préparé des petits cookies chocolat amande, d'accord? C'est moi qui les fais. Hein. Le dimanche, je me dilecte à faire des choses. Et donc, tout de suite, on démarre avec le générique de Beach Handball Café. Si je le trouve, Brésil, là. Tac. On fait comme ça. Et c'est parti. Moi, j'adore, hein, je l'ai créé moi-même, hein, ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc, Brésil, bon, je vous rappelle, 5 fois champion du monde. C'est la meilleure équipe du monde de beach handball. Même au niveau collectif, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que le foot du Brésil qui a gagné 5 fois. Et donc, Bon, après, moi, en réfléchissant, Jérôme, c'est incroyable parce que dans le beach handball, c'est très difficile d'avoir une continuité dans le sens que tout le monde peut gagner contre tout le monde parce que c'est très équilibré, il y a beaucoup de variables, et donc même si une équipe est plus forte, mais ça peut arriver qu'il perd beaucoup plus que par rapport au handball ou par rapport aux autres sports collectifs qu'on connaît. Tu es d'accord? Entièrement d'accord. Notamment, pour revenir sur Ballaruc le week-end dernier, j'ai participé à la formation des nouvelles joueuses, là, les U17 France. Oui. Et c'est vrai que France dans ce sport, dans ce beach handball, et je leur ai quand même fait passer le message qu'au beach handball, une équipe soi-disant plus forte sur le papier, très souvent, elle se retrouve au shootout contre une équipe soi-disant moins forte, et au shootout, tu le sais aussi bien que moi Claudio, c'est un peu la roulette russe. Donc si on travaille au shootout, chose qu'elles ont faite pendant ce stage, il y a moyen de gagner des matchs. Et puis pour revenir au Brésil, c'est vrai que le Brésil peut perdre des matchs, mais en termes de régularité, il y a pas mieux. Et puis ils ont une telle aisance sur le sable que voilà, on en est à 5 titres mondiaux, et c'est assez fantastique de les voir jouer et même de les arbitrer même. Et c'est pour ça que je voulais faire ces épisodes dédiés au Brésil.
à leur épopée parce que c'est un modèle des performances incroyables. Et dans le beach handball, la première chose, il y a le fair play. Et quand je regarde les autres équipes comme Brésil, avant la rivalité, il y a le respect. Et je respecte beaucoup cette équipe, le travail qu'ils font, qu'ils ont fait, les résultats, et ça fait du bien de les regarder jouer. Donc là, bon, j'ai mis quelques photos de Jérôme et son frère qui faisait partie du staff des arbitres du Mondiaux 2006. Et voilà, ils ont arbitré la finale. Et en plus, je t'ai envoyé tout à l'heure une petite photo. En même temps, on regarde la vidéo de présentation du championnat du monde au Brésil. Et donc, 2004, tu étais déjà en Égypte, que c'était la première édition des championnats du monde. Et rappelle-moi à nouveau comment tu t'es retrouvé à la finale au championnat du monde 2004, en tant que Français. Alors 2004, non, on n'était pas encore sur les championnats du monde puisqu'on est passé d'abord par le championnat d'Europe 2005 qui avait lieu en Allemagne et pour lequel on a la finale de garçon Espagne-Hongrie et du coup derrière tout est enchaîné et nous voilà partis pour le Brésil, la plage de Copacabana à Rio pour faire ce championnat du monde. Voilà, plein de bons, très très bons souvenirs, ce championnat du monde. Moi, quand je regarde l'image, à mon avis, il reste toujours la meilleure édition des championnats du monde, parce que de jouer à Copacabana, à Rio de Janeiro, j'ai vu les stades de sable où il y avait du monde. Franchement, j'ai pas vu pareil dans les autres, même s'il y a eu des éditions avec pas mal de monde, mais là, ça me paraît la meilleure jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, tu étais là, donc tu as vu... Je l'ai vécu, et puis il y avait un tel engouement quand l'équipe du Brésil, que ce soit les filles ou les garçons, jouaient. Il y avait 4000 spectateurs sur ce stade qui reste tout le temps sur la plage de Copacabana. Donc c'était en décembre 2006. On arrive juste après la Coupe du Monde de beach soccer, donc à l'époque avec le frère Cantona qui était responsable de cette équipe. Et puis nous on se retrouve dans ce grand stade sur la plage de Copacabana. Et puis voilà, quand le Brésil joue, c'est la fête, c'est vraiment, c'est énorme. C'est incroyable. Donc je vais avancer un peu. Donc ça c'était pour vous faire voir un peu l'ambiance qu'il y avait au Brésil. Donc avant de démarrer le match, si j'y arrive, voilà, les protagonistes. Donc là, on a l'entraîneur, d'accord, Guerra Antonio. J'ai pris 3 protagonistes parce que c'est les 3 qui, depuis le début jusqu'à la fin, ils sont toujours là. Après, ils se sont alternés d'autres joueurs fantastiques, exceptionnels. Je vois rien enlever au niveau, aux compétences, la bravure des autres, mais les 3 là que je vous dis, à mon avis, attendez. Alors, là, c'est Gilles. Donc, c'est le deuxième joueur emblématique de cette équipe. On le verra au fil des matchs des championnats du monde évoluer. Au début, il était jeune, un peu plus maigre. Et au fil des années, il s'est musclé beaucoup plus. Et au niveau athlétique, il a augmenté sa puissance. Il est un spécialiste des kung fu. Lui, vous pouvez lui donner la balle comme vous voulez. Il la rattrape, il la met dedans. Et puis au passage, par rapport à Gilles Pires, il a commencé au beach handball, donc c'est vraiment un super joueur en attendant de parler de Bruno. Et il a quand même fini international Brésil indoor. Donc vraiment on peut dire que le beach handball peut être un tremplin pour ces joueurs-là pour aller évoluer plus haut au niveau du handball en indoor. De même pour les arbitres, là, le même tremplin qu'on peut avoir en officiant sur la plage. Oui, exactement. Le beach handball peut beaucoup aider le handball et vice versa, parce que de toute façon les joueurs de beach s'alimentent et ce sont tous des joueurs de handball. Mais ça peut permettre à des profils différents d'émerger et de s'affirmer en tant que joueur de haut niveau de handball. Et lui, c'est le champion. C'est Bruno Oliveira. Ce garçon, franchement, ça fait depuis 2006 qu'il est le plus fort joueur au monde. Il n'y a rien. Mais vous le voyez, et maintenant on va voir le match.
On dirait, bon, c'est lui le joueur plus fort, mais quand vous le voyez jouer, on dirait que lui, il joue pas sur le sable, il joue sur une surface sur le dur par rapport aux autres. La vitesse, les réactions, des appuis, les débordements, les passes à l'aveugle, il est complet, il a le tir 360, il fait tout. Il fait tout. Pas très grand, il sait tout faire, il sait faire des passes entre les jambes au Kung Fu pour Gilles Pires ou un autre pivot. Il a la vista qu'il faut, il sait tirer aussi quand on lui laisse un intervalle. Ouais, et puis comme tu dis aussi, 2006 jusqu'à encore, en 2019, là j'étais à Kazan au championnat du monde. Il était encore là et ils ont encore gagné le titre de champion du monde. Donc on va les suivre, hein. On va faire 3 épisodes, ça c'est le premier, les premiers 2 championnats du monde. Ça c'est le palmarès international. Vous voyez 2004, c'est l'Égypte qui a organisé les premiers championnats du monde. Vous allez voir l'épisode sur l'histoire du beach handball, on a tout décortiqué. Le Brésil s'affirme à partir de 2006 et après bon il va enchaîner des titres derrière l'autre. Et aujourd'hui on verra le 2006. Sachez que ça commence mal pour le Brésil parce que le 2004 il y avait 9 pays participants et Brésil arrive en dernière place. Donc c'était déjà mal barré au début pour le Brésil. Et même l'édition 2006, ça démarre pas dans les meilleures des conditions parce que je vous montrerai tout de suite. Dans les poules, le Brésil, il s'est qualifié pile poil, dans le sens qu'ils ont arrivé, je crois, 4e de leur poule. Et donc, voilà. Ça, c'est la poule A, la poule B. Donc, le Brésil, vous voyez, ils sont 4e avec 2 points. Donc, ils ont perdu contre la Turquie, qui sont les vice-champions du monde, les Turcs à l'époque. Donc, au shootout, ils ont perdu contre les champions du monde en sortant l'Égypte de 0. Et ils ont gagné contre la République dominicaine, mais bon, c'est pas encore un pays du beach handball. Et après, ils ont perdu contre l'Allemagne. Donc, vous voyez, c'est mal parti pour le 2006. Donc, personne, je pense, il pensait que le Brésil arrivait un peu à s'en sortir. Et finalement, de l'autre côté, il y a toujours les Croates, les Espagnols, les Hongrois, déjà les grandes nations du handball qui ont tout de suite compris la potentialité du beach handball, qui sont présentes, ils sont là et se disent, les quarts de finale, le Brésil a surpris, avec grande surprise, hein, Jérôme, et va battre les Croates. 2-0. Et moi, je pense que les Brésiliens se sont dit, bon, on l'a fait, c'est-à-dire ils se sentaient déjà arrivés à faire une performance énorme, mais finalement, ils ne se sont jamais arrêtés. 2-1 shootout au demi-finale, et après, là, maintenant, on va voir la finale contre la Turquie. La Turquie, c'est les vice-champions du monde. Donc, c'est pas n'importe qui. Là, il y a Jérôme qui... J'essaie de remonter le volume pour vous faire entendre le commentateur brésilien quand il parle de Jérôme. Francesis, Jérôme Roland, Francesis. Et donc, la finale, donc, commence dans un contexte un peu atypique. Déjà, le Brésil, pas favori, les Turcs vice-champions du monde. Ce match-là, c'est emblématique, je te l'avais dit déjà, Jérôme, parce que c'est, je crois, la première et seule finale gagnée sont marquées en 360. Tu te rappelles, je t'avais dit ça. Oui, on en avait parlé, oui. Et donc, le Brésil s'est spécialisé sur le coup fou. Je pense que Guerra, l'entraîneur, il s'est dit on joue les points forts, le coup fou et la défense, et on laisse tomber les 360. Et c'est tout. Et ils se sont appliqués à merveille là-dessus parce que sinon, les Turcs qui font les 360, donc les Turcs qui jouent à l'attaque avec un spécialiste demi-centre, avec un schéma un peu stéréotypé, toujours demi-centre qui s'engage fort dans l'intervalle entre 1 et 2, et essaye d'aller au shoot. Et il a marqué donc la Turquie qui commence, qui démarre. Et bon, les images, vous savez, hein, c'est pas la définition idéale, mais c'est déjà 2004, ça fait un moment déjà que la technologie a évolué, donc il faut juste avoir un peu de patience. Donc le fair play, voilà, Jérôme qui a sifflé, il y avait un penalty, et l'arbitre s'est expliqué, les joueurs turcs, bon, ils se sont expliqués, une petite main sous l'épaule, c'est bon, c'est réglé. Vous voyez comme déjà le fair play faisait partie du beach handball.
Et il faut continuer qu'il fasse partie du beach handball. Alors, donc on est à 2-0 pour la Turquie. Rappelons que la Turquie n'a jamais gagné la championne du monde. Elle est arrivée 2 fois deuxième place, une fois médaille de bronze, je crois. Ouais, la Turquie qui, en règle générale, sur les débuts des années 2000, était assez rugueuse, était une équipe assez rugueuse. C'est vrai qu'au beach handball, ça va pas ensemble. Oui. Donc voilà, mais là, il s'était pris au jeu du beach handball et ça pratiquait sur la fin là, de ce championnat du monde. C'était du vrai beach avec l'esprit dont tu viens de parler, l'esprit beach handball. Voilà. Et là, c'est une des premières performances de la finale de ce gardien exceptionnel qui t'a eu la chance de voir en présentiel. Et ben, il est monstrueux. Il a fait quelque chose il a fait une finale énorme. Là, il vient de faire un tir à une vitesse. On dirait que c'est un geste de handball, mais c'est sous le sable. C'est pas la même chose. Ah ouais, il a vraiment été fantastique sur ce match. Ouais. On dirait avec une simplicité, mais je vous assure que c'est pas évident. Et donc là, Jérôme a sifflé une faute. Il y avait une simulation des passages en force. Aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup plus sanctionné par rapport à l'époque, ou c'est toujours la même chose? Non, c'est vrai que c'est des véritables consignes que l'IHF, voire même le HF nous donne. Même d'ailleurs en indoor avec la Commission nationale d'arbitrage qui est très à cheval en ce moment sur les simulations de passage en force ou d'autres choses. Donc voilà. On était dans le vrai déjà à cette époque-là avec le beach handball qui n'a pas besoin de ces simulations. Voilà, et donc c'est pour ça que si on suit le Brésil depuis 2006 et jusqu'à la dernière finale, on verra aussi l'évolution du beach handball pour devenir ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, tout à l'heure, le Brésil a fait une kung fu exceptionnelle parce que plus on dirait que c'est simple et plus c'est exceptionnel. Et moi, j'évolue comme ça les gestes techniques. Et la Turquie qui répond avec des 360. Vous voyez, Bruno Oliveira, avec quelle simplicité, il donne des ballons longs, pour des coups fous longs, pour des coups fous courts avec le pivot. Et il met toujours en difficulté le défenseur parce qu'il arrive à ne jamais donner un repère. Ils savent jamais le défenseur, parce que la défense en beach, il faut toujours être dans l'anticipation pour essayer de bien défendre. Et là, c'est compliqué. Par contre, ils défendent super bien le Brésil. Ils sont toujours actifs, ils sont toujours sous leur appui, ils grattent des ballons. Par contre, et la Turquie, comme vous pouvez voir, il fait une défense pour le moment aplatie, des timides de dissuasion à l'extrême, mais dès qu'il y a un petit trou, Bruno Oliveira il rentre. Et donc là, il y a un penalty. Vous voyez, hop. Tu l'as très bien identifié avec Bruno Oliveira, ce joueur à tout faire. Et voilà. C'est vrai que c'est une spécificité de cette équipe du Brésil et même encore au jour d'aujourd'hui, qui joue énormément en kung-fu, plus qu'en 360, alors que les autres équipes, notamment la France, c'est un peu plus sur des 360. Et quand vous avez un tel joueur qui sait tout faire et qui vous donne des caviars en l'air dans le bon timing, ben voilà. Après derrière, il y a juste à jumper et à tirer pour finaliser le kung-fu. Exactement. Donc, en plus, il prend beaucoup de pénaltys parce que les défenseurs, à un moment donné, ils commencent à s'exaspérer et ils vont toucher. Donc, vous savez, au beach, il n'y a pas de contact physique. Donc, la moindre poussette détermine un pénalty qui ça vaut 2 points. Donc, la défense du Brésil, comme est super actif, ils sont un peu partout et ils obligent les Turcs à aller chercher la limite des passes et des tirs. C'est sans cesse Marcel essaye d'intercepter. Oui. Bon, il y a des petits intervalles qu'il laisse de temps en temps, mais derrière, après, le gardien va faire le job. Donc là, c'est 10-6 pour le Brésil, d'accord? C'est 5 minutes de match. Ah, la Turquie, vous voyez, commence un peu à s'étager. Parce qu'ils ont compris que laisser trop de manœuvres à Oliveira, c'est compliqué. Mais il laisse beaucoup d'espace pour le pivot et donc... les Turcs sont déjà en difficulté. Et comme tu as dit, les Turcs, c'est des joueurs, je veux dire, qui ont beaucoup de ferveur, disons, en défense.
Bah lui, il a sauté, il est petit, il a sauté plus haut que le défenseur qui est grand. Il est arrivé à toucher la balle, il est arrivé à poser des problèmes. Quand je dis lui, je parle toujours d'Oliveira. Des Bruninho, comme l'appelle le commentateur du match. Il a dit Bruninho. Ça me rappelle aussi que le sable, c'est dangereux pour les yeux. Donc, il faut toujours avoir de l'eau pour se laver les yeux, pour essayer de... Ne laissez pas traîner les grains de sable dans les yeux. C'est dangereux. Donc, et là encore, le gardien il a une réactivité exceptionnelle. Il prend le but, il oublie tout de suite qu'il a pris le but, il tourne, il prend la balle. Et 2 points. Et voilà, et 2 points. Donc, tous les efforts des tours qui ont été à nouveau mis à 0, donc c'est 12-6. Toujours schéma stéréotypé, toujours le même. La défense. Oui. Claudio met un but direct du gardien, hein, c'est un tir primé et c'est donc du coup 2 points. Eh oui, c'est 2 points. Vous voyez les tours qui commencent, ils sont étagés, mais les coups fous sont toujours le danger pour la défense turque. Parce qu'ils sont capables, les Brésiliens, de donner les ballons n'importe où. C'est incroyable. C'est incroyable. On revoit les actions. Ça, c'est le 360 des Turcs. Vous voyez comme ils se jettent. On disait pendant la formation, quand on a fait les séances aux gamins qui s'entraînaient au beach handball, dès qu'il y a un ballon qui traîne, il faut se jeter comme des malades. On ne peut pas laisser traîner la balle par terre dans l'espoir qu'il n'y a personne qui la touche. Surtout qu'à l'inverse de l'indoor, quand on a un ballon dans la zone, il appartient au gardien. Au beach handball, ce ballon qui est posé au sol dans la zone, mais il est encore jouable, hein. On peut aller l'attraper, le remettre derrière, on peut aller le boxer pour tirer. À partir du moment où on ne touche pas le sable avec notre partie du corps, c'est jouable. Donc ça amène à d'autres situations. Ça amène à d'autres situations, c'est-à-dire il n'y a presque jamais des temps morts. C'est incroyable. Regardez encore les tours qu'ils ont monté encore plus. Ils sont étagés encore plus. Là, il y a un tir d'un point. Bon, en fait, là, on est déjà presque à la fin du premier set. Donc, les tours qu'ils ont remonté le score, c'est 19-14 maintenant pour le Brésil. Alors ça, par rapport à ce tir à un point, là, le dernier, là, pour passer à 19, ça fait maintenant, ça fait 3 possessions de balles. C'est vrai que c'est important et c'est à montrer chez tous les jeunes, où des fois, il vaut mieux peut-être tirer à un point et avoir une possession de plus pour gagner le set, plutôt que de tenter en 360 et on reste à 2 positions d'écart et de pouvoir être que l'équipe adverse puisse revenir au score. Donc c'est important d'en parler. Oui. En fait, c'est l'entraîneur qui gère ça. C'est l'entraîneur qui autorise. Bon, ok, on joue un point. Parce que dans un set normal, jouer un point trop tôt, ça n'a pas trop d'intérêt. Sauf si des cas particuliers, mais comme tu as dit, si c'est la fin de match, il reste pas beaucoup de secondes. Un petit point, ça peut faire la différence à plus 3 et tu sais bien qu'après le match est terminé. Donc, vous voyez, lui, il a pris la responsabilité de faire un point. Il restait moins d'une minute, je crois, avec plus 3 et une défense. Ils ont subi un but, donc ils ont un plus 3 le Brésil. Maintenant, c'est suffisant de marquer un point pour être à plus 4. Et ça, c'est la fin du premier set. Ouais, lui, il est toujours comme ça, il danse. On dirait qu'il danse tout le temps, Oliveira. C'est incroyable. Ah, il s'amuse. Ouais, il s'amuse, mais c'est bien. Donc, un point encore, il a raté. Il reste 3, 2. Donc, la Turquie, il arrive à marquer 360 au dernier seconde. Mais vous voyez ce petit point de différence, c'est donc 19-18, a permis de gagner le set. Donc, c'est la gestion du match de M. Guerra impeccable. Gestion du set, pas encore du match. Mais on avait l'impression que la Turquie avait déjà perdu largement le premier set. Mais dans les 5 minutes qui restaient, ils ont remonté les scores et ils ont failli égaliser. Et on rappelle que si on égalise le set, il y a le golden butonner, pardon. Et donc la première équipe qui marque le but gagne le set. Donc là, on avance un peu. Là, il y a
Il y a le replay de toutes les actions qui se sont passées le premier set. Vous voyez comme Oliveira donne des balles à droite, à gauche en Kung Fu. Il y avait aussi un peu plus de... Comment dire, c'était un peu plus permis de faire des 360, pas trop 360, n'est-ce pas, Jérôme? Ah, tu as entièrement raison. Ouais. C'est vrai que même toutes les compétitions internationales, que ce soit les championnats d'Europe ou championnats du monde ou les World Games, il y a les officiels qui mettent une sacrée pression et qui donnent vraiment des consignes pour que le 360 soit complet. Et tu le sais aussi bien que moi, hein, l'essence même du beach handball, eh ben, c'est surtout le 360. Et il faut qu'il soit bien fait, bien exécuté. Et on demande aux arbitres de faire très très attention pour qu'il y ait un 360 complet. Et après, ben, le championnat étant lancé, les joueurs sont habitués et le font correctement. Donc oui. Et par contre, au début des années 2000, on était un peu plus laxiste, entre guillemets, on va dire. Tu as raison. Il y avait plus de tolérance, disons, parce que le geste technique, c'était un nouveau geste technique, parce que rappelons que dans le beach handball, il n'y avait pas, quand on l'avait créé, moi j'étais là, quand est né le beach handball, il n'y avait pas de 360. A été mis après, donc au début des années 2000. Et donc, c'était un nouveau geste technique, c'était pas facile à maîtriser, et c'est normal qu'il y avait une certain, comment dire, permissivisme, même pour le spectacle. Ouais. Non mais tu as raison. Et puis aussi dire que les 360 au tout début de l'histoire du beach handball, ils se faisaient à un pied d'appel. Et du coup, très difficile à voir si ce pied d'appui il est en direction des cages pour voir si le 360 il est complet. Alors que maintenant, on apprend dès qu'on arrive sur le beach handball. Je me rappelle encore de ta séance pour les appuis et celle de Pipo. Oui. Vraiment, on prend appui de pied pour vraiment être vers les cages et du coup ça facilite énormément le fait que l'arbitre puisse voir si le 360 est complet ou pas et du coup accorder 2 points. Disons que dans la formation initiale, c'est plus facile d'inculquer ça aux jeunes qu'aux adultes qui déjà ils savent jouer au handball, qui ont déjà fait du handball. C'est beaucoup plus difficile d'inculquer le correct départ des 360. Par contre, avec les jeunes, ça passe tout de suite. C'est plus rapide et heureusement. Et après, on reviendra à la fin du match sur l'histoire du 360 avec une jambe. Parce que j'ai une petite vidéo à vous montrer. Là, si on revient au match, le Brésil, il mène 6-2. Le gardien brésilien il continue à faire des arrêts, à garder son équipe en tête parce que il fait des miracles. Parce que si vous voyez le joueur qui joue là, c'est le runner, c'est-à-dire lui fait des allers-retours, il fait des montées balles et des replis défensifs. C'est le seul qui fait correctement des 360, mais à un moment donné la fatigue, il l'empêche en plus d'être performant. Donc tant qu'il arrive à marquer des buts, la Turquie, il est toujours là, présente. Mais tant qu'il y a, voilà, vous voyez, c'est toujours lui qui essaye de faire, il fait même des beaux gestes là. 360, lob. Et là, c'est super, le Brésil, il enchaîne un des premiers montées-balles organisés de l'histoire, parce que c'est préparé. Il savait bien que le runner, c'était le joueur le plus dangereux, et donc il prend le but, ils font la montée-balle comme il faut, et lui, il n'a même pas eu le temps de replier, il est déjà mort, là, il est déjà fatigué. Et donc, voyez, regardez, à nouveau, ils ont premier passe au milieu de terrain, et après, il a fait un reprise de dribble, bêtement. Et ça coûte cher dans une finale des championnats du monde, la reprise de dribble. Donc, pour le moment, le score, c'est 10-4. Le Brésil, il est tranquille. Mais les Turcs, c'est des équipes qui ne vont jamais accepter la défaite. Là, c'est... Oui, vas-y. Non, je disais, je confirme, ils lâcheront jamais rien. Oui. Et ils vont s'appuyer jusqu'au bout. D'ailleurs, on va le voir. Oui. Oui. Donc, à nouveau, défense aplatie de la Turquie. Jérôme Oliveira, Bruno, spécialiste demi-centre, il fait défendre. Il a envoyé balader le défenseur avec une simplicité. La chose plus compliquée au beach, garder l'équilibre. C'est difficile de garder l'équilibre sur le sable, c'est un élément instable. Donc, c'est difficile. Et lui, il le fait... Ah ben là, c'est le petit crochet. Moi, je l'appelle comme ça. C'est-à-dire, je saute dans la zone pour donner la balle derrière moi au spécialiste qui me suit pour essayer de marquer, comme Jérôme me montre dans la vidéo, les 2 points. 12-6 pour le Brésil. Toujours Oliveira, demi-centre, qui gère tranquillement la balle.
Il appuie pas ses vagues. Il fait des tirs en appui presque de 9 mètres. Avec une, ça déstabilise la défense et le gardien parce que tout attend la passe à Kung Fu, tout attend qu'il fait le 360, qu'il joue le duel, et finalement il te tire un appui de 9 mètres dans la lucarne. C'est incroyable. Ouais, malgré son gabarit de 1m70, là, il arrive quand même à faire un tir en appui et à marquer, et de plus est sur le sable, super joueur. Et donc là, c'est 14-6 pour le Brésil. Vous voyez, toujours le joueur que je vous ai dit, le runner, qui s'engage, même si les appuis s'étaient décalés, mais bon, à l'époque, c'était bon. Donc, il valide les 2 points. Et le Brésil qui essaye le seul 360 de sa finale du championnat du monde, et rate pour la transversale. Mais il y a penalty, parce que si on voit dans le replay, le défenseur, je crois, qui coupe légèrement la zone. Et c'est interdit, comme l'handball. Vous voyez, il avait mis un pied dans la ligne, et donc c'est pour ça qu'il y a penalty. Mais c'est en plus un moment super important, 14-6, le Brésil qui mène. Regardez aussi l'ombre de tous les joueurs pour vous faire comprendre l'heure à laquelle a été joué ce match-là. Et donc il faisait chaud, j'imagine, Jérôme. Il faisait très chaud, oui. Il a fait sur cette semaine de compétition, oui. Et donc ça fait partie du jeu, donc il faut être entraîné à la chaleur, à la fatigue, il y a toutes les conditions qui peuvent arriver. Des fois ça peut arriver l'orage, il faut être préparé aussi, parce que c'est un sport d'extérieur, et donc tant que l'arbitre n'arrête pas le match, ça joue. Et c'est toujours lui, le Turc, il s'est sacrifié beaucoup sur son équipe, hein. Franchement, il sort jamais. Il fait des allers-retours, voilà, et il défend, il dissuade. À mon avis, c'est le meilleur joueur de la Turquie, hein. Oui, c'est ça. Vous voyez comme ils s'accrochent bien, les Turcs. Dommage, ils n'ont pas récupéré la balle, mais ils râlent, hein, les Turcs, par rapport aux autres joueurs, ils râlent un peu plus, mais bon. C'est dans les Turcs, ça reste même au beach handball. Mais bon, ça reste quand même dans les limites. Toujours Oliveira qui gère, changement de rythme. Il prend à nouveau la responsabilité de faire un tir en appui. Cette fois-ci, le gardien était prêt. Après, il râle contre l'arbitre parce que le joueur brésilien qui essayait d'empêcher la première passe, il est rentré dans la zone. Mais bon, c'est des détails que ne doivent pas déconcentrer les joueurs. Hop, c'est bien. C'est incroyable. Ils ont fait une super passe, relation à 2 avec le pivot, mais le gardien il fait un arrêt exceptionnel. Exceptionnel. Moi, après, je l'ai plus. Il a joué après, la deuxième championnat du monde. Après, je l'ai plus vu, ce gardien-là. Ouais, on l'a plus vu. Après, c'est Boumoum César, le gardien de Toulouse, là, qui joue en LNH, en Lidl Star League, qui a pris le relais et qui a fait aussi des sacrées prestations sur le sable avec le Brésil. Ouais. Ah oui, lui aussi, il rigole pas. Donc, 16-10. Il reste, je crois, 4 minutes. Il reste que 3 minutes, je crois. Donc, encore un coup fou, 2 points, et c'est compliqué pour les Turcs. C'est compliqué. Donc, les Turcs, ils jouent toujours avec le spécialiste d'émission. Toujours même combinaison, il s'accroche, il marque 2 points. Et regardez, lui, le joueur que je vous ai dit tout à l'heure, il enchaîne des allers-retours, et il arrive même à intercepter la passe du gardien, où il a trouvé les énergies, je ne sais pas. De toute façon, ça permet à la Turquie de remonter dans 30 secondes de 4 points. Donc, il monte là, c'est le score 16-12. Donc, à 14, pardon. 18-14, je crois, parce qu'on ne voit pas trop bien. Je crois que le score, c'est 18-14. Déjà, vous voyez, le match, à nouveau, c'est pas encore terminé. Une particularité du beach handball aussi, c'est que le jeu passif, il va se lever beaucoup plus vite. On le voit ici. Oui. Il y a 6 passes comme en indoor, c'est vraiment l'appréciation de l'arbitre, mais au bout de 2-3 passes, si on ne va pas vers le but, il y aura l'attaque pour qui on va siffler un jeu passif. J'aime bien le fait que vous expliquiez les choses avec le sourire aux joueurs dans une finale du championnat du monde. Ça, pour moi, c'est ça le sport. Encore un coup fou, et le gardien il se dépasse, hein, il fait un arrêt lui aussi exceptionnel, à la hauteur d'une finale du championnat du monde. Et regardez la passe, c'était millimétré, lui il s'ouvre, il explose, il fait l'arrêt. Donc ça permet à nouveau à la Turquie d'espérer,
parce que 18-14, le spécialiste malheureusement rate, parce que s'il marque ce but, ça fait moins 2. Et le Brésil, il peut respirer. Il reste 30 secondes, je crois. Voilà, c'est pareil. Un but à un point, peut-être. Ça l'amènerait la Turquie à 3 possessions de balles. Regardez là. Hop. Donc, Turquie, c'est 2 points. Donc, la Turquie est à nouveau à moins 2. Moins 2, il reste 44 secondes, un truc comme ça. Une possession de balle, oui. Possession de balle. Donc, justement, si je ne me trompe pas, il y aura un temps mort, peut-être. Ah non, là, c'est exceptionnel. Toujours lui qui prend des responsabilités énormes. Et en plus, tu as bien fait, Jérôme. Regardez le prêt. Hop, la poussette. Donc, Jérôme, il valide le but. Il arrête le temps. Et il y a la sanction. Vous voyez, hop. Donc, ça, c'est la fin pour la Turquie. Parce que ça veut dire que la Turquie, il aura une possession de balles avec un joueur de moins. Donc, c'est bête la faute qu'on fait. Parce que, voilà, c'est bête. Dans une finale championnat du monde. Donc ça donne l'avantage au Brésil, 3 contre 3. Écoute cher cette faute, oui. Ah oui, oui. Mais en plus, franchement, vous l'avez bien sifflé. Le replay il démontre carrément la poussette qui a déstabilisé Oliveira. Et les Turcs, après, ils ont bras levé. Il n'y avait pas grand-chose à faire qui tirait de loin. Monsieur Guerra, normalement, il va prendre un temps mort pour calmer les esprits. Voilà. Donc, c'est pas dire parce qu'il ne reste pas beaucoup, mais 4 points, ça va vite. Vous avez vu tout à l'heure, dans l'espace de 10 ou 15 secondes, la Turquie a marqué 4 points. Donc, tout est possible. Il n'y a rien d'assuré. Et donc là, c'est le moment où l'entraîneur doit calmer les esprits, organiser la possession des balles et essayer de gagner ce premier titre. Mais imaginez la pression pour les Brésiliens. Ils sont chez eux, finale championnat du monde. Ils gagnent, ils mènent, il ne reste pas beaucoup. Ça peut faire des mauvaises surprises, hein, le stress de gagner. Là, on revoit dans le détail la faute. Et hop. Et après, il retire le bras. Le joueur comme dira, non, moi, je ne l'ai pas touché. C'est bête, mais... Le gardien turc, il avait fait une super parade, là. Il était presque à l'horizon. Dommage. Et dommage. Donc, on va voir cette dernière action, comme les Brésiliens, ils vont gérer. Hop. Il envoie balle à le défenseur et rentre dans l'intervalle. Ça, c'est le tir qui a fait des 9 mètres en appui. Dernière action. Bon, normalement, ils devraient tirer à 1 point. Non, ils font beaucoup plus. Regardez qu'est-ce qu'ils vont faire. Hop. Une combinaison. Et ils font le kung fu à l'intérieur de la zone A2 et c'est la fin de la Turquie. Donc 22-16, le Brésil qui gagne son premier titre de champion du monde. Donc on a vu finalement le Brésil s'appuyer sur ce point fort, c'est-à-dire... là, je voulais te montrer ça. T'as vu qu'est-ce qu'il a fait le joueur? Il n'est pas fini le match, il reste 2-3 secondes. Regarde, on va voir. Donc, play. Donc ça c'est quoi? C'est encore pendant... on revoit le magnifique but des Brésiliens. Et après, je vous demanderai d'être attentif à ce qui a fait le joueur brésilien avant la fin du match. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, je pense que ça pourrait coûter cher. J'arrête, il reste, je crois, 6 secondes. Donc 2 points. Les Turcs essayent désespérément de récupérer le score. Ils perdent la balle. Le match n'est pas fini encore. 3, 2. Voilà, il donne un coup de pied au ballon. Il reste 1 seconde. Et normalement, si tu fais ça aujourd'hui, tu risques de prendre un penalty, une sanction. Après, bon, l'écart c'était plus 6. Mais c'est un geste. Claudio, je pense qu'en indoor, tu as entièrement raison. Ce geste-là, c'est carton rouge. Et du coup, penalty, tu as raison dans les 30 dernières secondes. J'ai envie de dire qu'au beach handball, il n'y a pas que les joueurs qui sont dans un esprit de fair play. Et je pense qu'à 3 secondes de la fin, là, on est dans le même état de fair play que tout le monde. C'est joué. Et voilà, enfin, les arbitres ne doivent rien dire, au contraire.
Oui, non, mais c'est, je crois, juste une ingénuité. C'est pas une mauvaise. Le joueur était content, il a gagné, il voulait pas perdre du temps. Mais des fois, ça peut être un exemple pour aujourd'hui. Attention, quand on fait ces choses-là, attendez le chiffre final et après, on verra. Donc, premier titre de championnat du monde. Ça, c'est à nouveau pour l'histoire, tous les titres déjà gagnés. Donc, 2008, c'est la troisième édition des championnats du monde en Espagne, où les Croates, finalement, gagnent le titre de champion du monde. Mais comment vont gagner ce titre de champion du monde? C'est là qui fait la différence entre le 360 et ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire de sauter avec un pied. Le Brésil, pour la première fois, rentre dans l'édition des champions du monde comme champion du monde sortant, donc sont les favoris. Ça, c'est la séance de shootout. Et regardez les Croates comme ils font le shootout. Hop, avec un appui sur une jambe, il tourne. Moi, je faisais comme ça quand j'ai commencé 360 et c'est beaucoup plus facile. Hein. C'est un geste beaucoup plus naturel, si vous voulez. C'est comme le saut en hauteur parce que la jambe d'appel, ça nous permet de démarrer le tour 360. Les Brésiliens, à l'époque, ils ne maîtrisaient pas encore bien. Là, c'est Gilles. Vous voyez, il était jeune, un peu plus maigre. Il ne maîtrisait pas encore bien le 360, quoique maintenant Gilles le fait bien, hein, vous allez vous voir. Il s'est bien tourné, il s'est bien les accès, mais le gardien croate, il a fait un arrêt phénoménal. Bon, et les Croates, ils ont fait tous leurs tirs comme ça, avec la jambe d'appui pour le 360. C'est bien, il a rien à dire. Hein. Le geste, Gilles, il a aucune faute, c'est le gardien qui a bien explosé. Peut-être faire un petit lobe, mais bon, c'est facile dans l'extérieur. Hein. Donc, vous voyez à nouveau les Croates. 1, 2, 3. Hop, c'est un geste qu'aujourd'hui on voit très, le fair play. Là, il se serre la main avec le gardien, ça, j'adore ça. Mais encore aujourd'hui, il y a toujours ça. Une fois terminé, on se serre la main et si on le fait aujourd'hui, Jérôme, tu m'as dit que les arbitres ont des difficultés à donner des 2 points, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça. Enfin, moi, pour ma part, c'était le cas, hein, avec un appui, un pied qui en plus il s'enfonce dans le sable. On voit pas la pointe des pieds si vraiment elle est bien dirigée vers les cages. Et comme, c'est vraiment très important que ce 360 soit complet. Le fait de prendre appui 2 pieds, on est vraiment sûr, si l'arbitre est bien placé derrière, que les 2 pieds sont en direction des cages et du coup, c'est beaucoup plus facile pour distinguer les 1 point et les 2 points pour les arbitres. Et je suis persuadé que le fait de voir maintenant que des appuis de 2 pieds, ça a dû y jouer la vision des arbitres, parce que pour revenir à ces shootouts là, un appui 1 pied qu'on voit pas bien et l'arbitre il va siffler qu'un point, ça risque de coûter cher à la sortie au résultat. Oui, exactement. Et après, vous avez remarqué aussi qu'Olivera joue au cage. Donc, il a marqué tout à l'heure un but de cage à cage. Donc, quand on dit que c'est un joueur complet, c'est un joueur complet. Mais au beach handball, ça arrive souvent que des joueurs pas gardiens, entre guillemets, jouent au cage dans le shootout. Une capacité de passe et de shoot. Mais normalement, le gardien, il le fait aussi, mais ça arrive souvent. Donc, on avance. Vous savez que la Croatie a gagné au shootout. Le Brésil, il a perdu sa première finale des championnats du monde. Et on va voir maintenant la 3e édition des championnats du monde. Non, la 4e, pardon. Ici, le Brésil, encore une fois, gagne cette fois-ci ces matchs de poule. Donc, il arrive premier. Derrière, il y a l'Hongrie et la Turquie. Dans la poule B, il y a l'Égypte, la Russie et le Danemark qui vont se qualifier pour les quarts de finale et les demi-finales. Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez, l'Espagne et la Croatie, ils sont éliminés. Donc, ces 2 grandes nations du handball et même du beach handball qui sont déjà éliminés. Ils ne sont même pas passés au tour successif. Comme quoi, ce que on disait tout à l'heure avec Jérôme, ça peut arriver, tous les résultats. Tu es fort, mais tu peux risquer de perdre. Donc, et de sortir des matchs de demi-finale. Et c'est ce qui est arrivé à l'Espagne et la Croatie.
Donc ça c'est le main round, donc c'est la poule principale. Après le Brésil, il arrive toujours en tête avec l'Hongrie, la Turquie et l'Égypte. Donc vous voyez, c'est la Russie, la Danemark éliminée, toujours deux grandes nations de handball éliminées, et la Turquie, elle est toujours présente. Et on aura la finale entre le Brésil et l'Hongrie, parce que le Brésil arrive à gagner 2-0 contre l'Égypte, l'Hongrie bat au shootout la Turquie, et pour la première fois, on va voir une finale entre le Brésil et l'Hongrie, deux écoles de pensée différentes vis-à-vis du beach handball. Les Hongrois sont depuis le début à fond là-dedans, et les Brésiliens, avec leur style de kung-fu et de défense très mobile, face à des joueurs très techniques, et on va le voir. Il démarre bien le Brésil avec un 2-0. Et qu'est-ce que tu en penses de cette finale, Jérôme? C'était une super finale. Alors je vais parler de ma partie un peu plus, mais oui. Tout à l'heure je vous parlais qu'il y a des joueurs de beach handball, en l'occurrence Gilles Pires, qui après a été international en indoor. Là on peut voir que ça a été la première finale arbitrée par des filles. Oui. Et c'est donc deux filles qui sont serbes et qui, après ces championnats du monde, ont commencé à arbitrer de la Ligue des Champions et ont même fini par arbitrer une finale de Coupe d'Europe en indoor. Donc là aussi, un véritable tremplin, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les arbitres. Et tu as bien fait de le dire. Mais je crois que c'est... Moi, je mange mon cookie en même temps. Hein. Vous m'excusez, mais là, on est entre amis, donc on peut le faire. C'est la première... C'est la première fois que des filles arbitrent une finale de championnat du monde, je crois. Des garçons. Oui. Hein? Ah ouais. Et donc, le beach handball a ouvert aussi cette nouvelle. Mais heureusement. Aujourd'hui, ça doit être normal. C'est normal. Ça ne doit plus être un exploit ou une surprise. Donc, tout à l'heure, les Hongrois ont marqué un but avec un 360, mais déjà, on est dans le 2010. Vous voyez les arbitres qu'ils appliquent les règles un peu plus strictes, ils ont donné un point. Même s'il a bien tourné, il a fait le tour, mais les appuis ne sont pas exceptionnellement bien placés, et les arbitres, ils sont bien faits, ils ont donné un point. Donc c'est 2-1 pour le Brésil. Les Hongrois, bien évidemment, c'est leur première finale. Rappelons que l'Hongrie, c'est un grand pays de handball, mais ils n'ont jamais gagné une médaille d'or. Ils ont gagné beaucoup de médailles d'argent, des médailles de bronze, mais jamais une médaille d'or. Donc pour eux, c'est presque la vie ou la mort. Et donc ils gagnent, donc ils marquent le penalty, c'est 3-2 pour l'Hongrie. Le contexte, vous voyez, c'est différent, c'est pas le Brésil là, je crois que c'est en Turquie que ça joue, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. On l'avait vu. Bon. En tout cas, le contexte est différent du Brésil. Il n'y a pas de soleil, vous voyez déjà, c'est différent. Donc c'est peut-être un avantage pour les Hongrois par rapport aux Brésiliens qui sont plus habitués aux chaleurs, au soleil. La défense hongroise, vous voyez, ils sont étagés. Maintenant, tout le monde connaît bien Oliveira. Tout le monde sait qu'il est dangereux. Donc, ils sont très attentifs. Hop, et Kung Fu. C'est leur spécialité. Je ne sais pas s'il a été validé. Non, je crois qu'il n'a pas été validé. Il y aurait toujours 2-3. Il y a une zone, peut-être. Les Hongrois jouent avec le spécialiste demi-centre. Toujours un peu comme on a vu tout à l'heure avec la Turquie, avec cet engagement entre 1 et 2 à l'opposé, pour essayer d'amener les défenseurs vers le spécialiste et au cas où libérer les joueurs à l'opposé. Le Brésil maintenant, il rentre mal dans le match parce qu'ils font des erreurs. Ils ont déjà mené de 3 points, donc 5-3 pour l'Hongrie. Donc les Hongrois là sont dans leur temps fort. Là, il y a zone. Oui, je trouve que les arbitres ont bien arbitré ce match-là. Je l'ai revu tout à l'heure. Franchement, j'ai rien à dire. Ils ont assuré les filles. Ouais. Ah là, c'est un 360. Il y a zone. Dommage.
Après, bon, les Brésiliens se sont entraînés. Hein. Après, le 360 est devenu un geste technique tout à fait normal pour les Brésiliens. Oui, puis avec les qualités physiques qu'ils ont. Ouais. Les Hongrois, ils proposent un droitier à droite. C'était une des premières fois qu'on voyait jouer des droitiers à droite avec le 360 parce qu'on pensait que c'était plus compliqué de faire le 360. Mais finalement, c'est une technique spéciale qui permet de déjouer la contre, ou le bloc, comme on l'appelle en France, et d'avoir plus de temps pour viser la case et le but. Et donc, les Hongrois, ils ont proposé ça, et le joueur, il est pas mal. Hein. Moi, je l'ai vu, franchement, il se débrouille pas mal. Donc, encore des erreurs de la part du Brésil. Parler d'un ailier droit, droitier ou à droite, on a le cas avec l'équipe de France, hein, Nicolas Desbonnets, oui. Puis à droite et qui s'en sort. Regardez, hop, il sait des axes, il fait déjouer la contre et il vise le deuxième poteau. Et comme tu dis, l'équipe de France maintenant, le petit Desbonnets, qu'il arrive à le faire parfaitement. C'est un geste technique nouveau, une spécialité du beach handball. À une époque, au handball, il y avait aussi des droitiers à droite qui s'est désaxé. Mais aujourd'hui, on cherche que des gauchers. Donc, c'est difficile de placer un droitier à droite, sauf si... Je parle de l'haut niveau, attention. Donc, là, ils ont marqué, je crois, un point. Alors, c'était pas le spécialiste quand le spécialiste, oui, parce que là, c'est 2 points. Oui. Ouais, ils tournent bien les Hongrois et techniquement il n'y a rien à dire hein, mais en face il y a de la qualité entre les poteaux. Hein. Ouais, et puis heureusement qu'il y a ce gardien, sinon je pense qu'ils auraient été bien derrière. Oui. 9-1, ça aurait pu coûter cher pour le gain du 7. Oui, t'as raison. Regardez comme ils sont très très âgés les Hongrois, mais les Brésiliens ils arrivent à trouver la solution avec des kung-fu parce que il y a toujours lui et c'est Gilles, voyez. Hop, et les deux, ils se connaissent d'une manière. Je pense qu'ils s'entraînent à yeux fermés à faire les passes pour le kung-fu. Il y a une telle qualité de passe que. Zone, bien les arbitres, vous voyez, parce que le pivot, il est grand, il a sauté, il a rattrapé sa balle, mais il a touché par terre avant de lâcher sa balle. Et donc, dommage. Il a fait une erreur, mais vous allez voir que lui, il ne se décourage pas. Hein. Il a bien débordé le défenseur. Il a fait un 360. Il a essayé un lob, une chape presque. Et il a pris la transversale. Un spécialiste, mais c'est le gardien qui tient le match. Parce que là, les Hongrois, ils trouvent la solution avec leur système offensif, avec le spécialiste demi-centre. Mais c'est frustrant pour le spécialiste de ne pas marquer parce que c'est des tirs. Regardez, je vous ai dit, il ne se décourage pas. Il a fait exactement la même chose, mais cette fois-ci, il a marqué. Hop. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non. Et puis 2 arrêts du gardien brésilien, un but de Gilles et puis le Brésil qui passe devant. 8-7. Et encore une balle perdue de la Hongrie. Ils sont partis forts les Hongrois, donc c'est normal qu'après... En rappelant aussi que la finale du championnat du monde, comme de tous les tournois de beach handball, c'est la plus difficile à jouer parce que la fatigue dans les jambes, dans les bras, elle est là. Waouh, dommage. Ils ont enchaîné des matchs, 2 voire 3 matchs par jour pour arriver à faire la finale et je vous assure que au niveau physique, c'est énorme. Mais oui, vas-y. Arbitrage, pardon Claudio, c'est vrai que nous on a 4, 5 voire 6 matchs par jour aussi et physiquement il faut être bien préparé. Et les joueurs sur match là c'est costaud aussi, surtout avec des températures, bon là ça avait l'air d'aller mais quand il fait très chaud, il faut être prêt. Et entraîner surtout, donc c'est pour ça que les entraînements, il faut, si on fait un stage de beach handball, il faut faire 2 voire 3 entraînements par jour. Moi, je suis toujours de l'idée de faire à des horaires différentes, le matin très tôt. Pourquoi pas des fois le mettre en plein midi, 13h quand il fait chaud. Je sais, c'est peut-être de la torture, mais il faut se mettre dans les conditions.
dans un tournoi. Ça peut arriver qu'on joue à 8h du matin, ça peut arriver qu'on joue à 19h du soir, et il faut être prêt, notamment dans les matchs de poule. Après les matchs, une fois qu'ils étaient qualifiés, il y a moins d'équipes, donc les créneaux horaires sont plus favorables. Mais il faut pas faire l'erreur de se dire on choisit de s'entraîner dans les meilleurs créneaux parce que c'est mieux. Non, il faut. Ah, tu as raison. Moi, je suis de cet avis-là. Après, on revoit les actions parce qu'ils ont pris le temps mort. Je crois que c'est le Brésil qui a pris le temps mort. Non, c'est l'Hongrie. On va voir. Après, on parlera un jour aussi des filles, parce que le Brésil, les filles brésiliens, elles ont gagné 3 fois le championnat du monde. On en reparlera. C'est pas parce qu'il y a que les garçons, mais c'est juste qu'on peut pas tout faire parce qu'il y a tellement de choses à dire, à voir déjà avec les garçons. Et un jour, on parlera aussi des filles, des exploits des Brésiliennes. Ça, qu'est-ce qu'ils ont sifflé là? Ça passage en force? Je crois que oui. Ouais. Donc 17 pour le Brésil. Le gardien hongrois qui fait lui aussi le show. Donc c'est toujours 17. Dommage qu'il n'y a pas le chrono pour voir le temps qui reste. Bien, c'est toujours lui. C'est le maître du temps, lui. Un point. Oui, c'est un point. Jérôme, tu peux expliquer pourquoi? Franchement, je crois qu'il a accompagné au lieu de la... Ouais, alors tout à fait, oui, exact. C'est une spécificité sur le Kung Fu. Il faut vraiment prendre la balle en l'air, la contrôler et après tirer. Et par contre, un tir volleyé, comme on peut avoir au volley, c'est qu'un point sur un Kung Fu. Ça, voilà. Tu as raison de le souligner. Et parce qu'à le voir comme ça, on dirait que c'est injuste. Non, mais finalement, c'est correct. Et là, l'Hongrie fait passage en force avec... parce que justement, c'est prévisible à un moment donné l'action des Hongrois. Et donc, les défenseurs brésiliens, ils ont réussi à obtenir un passage en force. Et derrière, un tir cage à cage, parce que le spécialiste était par terre, justement, qui a permis de marquer 2 points et de monter encore plus dans le score. Donc 13-7, vous voyez, c'est beaucoup plus physique, même s'il n'y a pas de contact physique en tant que geste technique, mais vous voyez, entre le gardien et le bloc, ils ont carrément fermé la cage, et là c'est un contact entre le gardien et le défenseur, c'est Gilles qui a pris une talonnade dans la tête, et ils ont fermé la cage. L'attaquant il savait plus, il a tiré dehors, je crois, il savait plus où mettre la balle. Le bloc du défenseur là, en termes de timing et tout ça, c'est vraiment très très compliqué. Bon, c'est aussi très très sympa d'arriver à contrer l'attaquant, mais c'est un terme technique qui est assez compliqué à faire quand même. C'est pas évident. En plus, Gilles, il défend, il attaque, lui aussi, c'est un joueur. Là, c'est un point, vous voyez, parce qu'il ne restait pas beaucoup, donc ils ont mis le résultat 14-7, donc il y a largement la marge pour gagner le premier set. Là, on est au deuxième set, donc on est 1-0 pour Brésil. Mettez-vous à la place des Hongrois, finale du championnat du monde. Ils sont déjà menés 1-0, donc ils vont donner tout leur corps et l'âme pour essayer de gagner. Regardez la défense qu'ils font. Défense étagée, une 1-2, on l'appelle comme ça, très étagée pour essayer d'empêcher Oliveira de poser des problèmes. Mais plus tu es étagé, plus d'intervalles il y a pour les autres. Toujours le même système, les Hongrois. C'est ça qui m'a un peu frappé, qui ne changent jamais leur dispositif en attaque, avec ce spécialiste centre qui attaque toujours le même intervalle. C'est intéressant, c'est une finale où les défenses, franchement, ont fait la différence. Ouais, ils ont réussi à récupérer la balle avec leur mobilité, avec les bras, les jambes, ils sont partout. Et ils ont réussi à piquer une ballon aux Brésiliens et c'est pas évident. Les Brésiliens, regardez comme ils bougent.
Tout le monde bouge, tout le monde bouge. La dissuasion, je monte, je descends, je couvre, je vais contrer. C'est le temps fort de sa finale. C'est le temps fort. Que le spécialiste ait réclamé le corner, mais je ne sais pas s'il a touché, c'est compliqué à évaluer. Spécialiste, c'est toujours Oliveira, demi-centre. Allez, passage à l'aveugle, ça c'est sa spécialité. Alors, l'arbitre, il a constaté une faute, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il y a penalty, et il a donné la sanction au joueur, au défenseur. Ouais, je crois qu'il a touché le bras là sur le tir. Donc, c'est 4-0. 1, 2, 3. Bon, il a juste donné, je pense, l'avertissement. Toujours le même système. Hein. Vous voyez, lui, le spécialiste attaque là-bas, entre 1 et 2. Soit il va au shoot, soit il fait le coup fou pour son pivot. Je ne sais pas pourquoi l'entraîneur n'était pas content. 4. Ah, il n'a pas validé le but. Peut-être qu'il y a eu zone. Il y a 4-2. Là, c'est 6-2 parce que Oliveira, en tant que spécialiste, a marqué 2 points. Bon, si vous suivez Bichan Bakafé, vous savez bien le spécialiste qui a une couleur de maillot différent. Donc, c'est pour ça qu'on arrive toujours à l'identifier. Donc, la défense brésilienne qui récupère la balle. 6-2. Voilà, et Oliveira qui... Bon, c'est pas... Il distribue de manière... On aurait envie de dire au défenseur, vous le savez quand même, et il arrive à le faire. Parce que sachez que quand il y a un défenseur devant vous et vous essayez de faire la passe au pivot, la passe ça doit être beaucoup plus lobée si vous voulez, pour faire une bonne passe au pivot derrière. Et plus le défenseur il est grand, il essaye de vous contrer, et plus il faut remonter cette trajectoire pour chercher le pivot. Et lui, il arrive toujours à la trouver, la trajectoire. Je sais pas, il a un ordinateur dans la place du cerveau, je sais pas. Donc, vous voyez qu'Antonio Guerra, c'est un personnage, hein, il est toujours très, 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 comment dire, on dit enragé, mais non, c'est sa manière de faire. C'est comme l'entraîneur russe de la Russie, fille, qui quand il parle, on dirait qu'il est tout en train d'insulter ses filles, mais c'est sa manière de communiquer. Donc, 8-2. Les Hongrois, ils marquent 2 points. Ils ont bien joué leur ballon. Et ça fait 8-4. Et cette intention, toujours de garder loin Oliveira et de se la jouer après avec la contre le gardien. Pour le moment, ça paye. Donc, on récupérait un ballon dans l'espoir de remonter encore 2 petits points. Donc, ils ont changé leur défense là, ils vont beaucoup plus haut sur Bruno et donc derrière, ça joue à 3 contre 2. Exactement. Et donc, 8-4, ça va vite. Hein. Il y a eu faute. Fair play, voilà, il se serre la main. Parce qu'il n'y a jamais intentionnalité. Donc, s'il y a des contacts physiques, c'est dans l'élan de la défense, mais il y a presque jamais la volonté de toucher. Là, c'est un super passage en force, bien vu. Le défenseur, il attendait, il le savait. Donc, il s'est placé là devant. Oliveira qui demande de changer la balle parce que ça glisse. Moi, je crois que c'est une tactique qu'il fait pour essayer un peu de... Il faut pas le dire. Ouais. Mais bon. Ouais, défense, très étagée. Ah, ça c'est une spécialité. Nous en Italie on faisait beaucoup ça, on le fait encore. C'est-à-dire on fait le 360 pour envoyer la balle au kung fu à l'opposé. Ça déstabilise beaucoup la défense, mais c'est risqué parce qu'il faut faire le 360. Et après, bien passer la balle à l'opposé, bien la mettre. Non, c'est pas évident, mais à force de s'entraîner, c'est possible. Super défense, mais parce que c'est prévisible. Les Hongrois, ils n'ont pas changé leur système. C'est ça qui leur fait défaut. Parce que, à mon avis, ils défendent bien l'Hongrie dans cette finale. Regardez, ils sont super. Ils ont compris comment défendre. Ils ont choisi de laisser des espaces à l'extérieur
pour se la jouer avec la contre le gardien de but. C'est la meilleure choix que tu peux faire contre le Brésil, je crois. Jérôme, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Du gardien de but? Du fait de garder loin Oliveira et de se la jouer à l'extérieur. Oui, mais après, encore une fois, le danger, il arrive de partout avec cette équipe du Brésil. Donc, oui, il faut faire des choix, il faut faire quelque chose. Et de prendre un individuel Bruno de Oliveira, ça fait partie de situations que pas mal d'équipes ont mis en place, oui. Même si à la sortie, c'est le Brésil qui gagne, ils essayent quand même. Ben, parce qu'il y a beaucoup plus d'espace. Il a fait, regardez, il a fait la passe presque de la mi-terrain. La passe pour faire un coup fou. Regardez. Hop. Donc c'est exceptionnel. Les Hongrois, ils répondent, hein, c'est 10-6, je crois, maintenant, oui. Ouais, 10-6, avec ce pivot qui marque des buts, heureusement. Oui, qui tiennent encore l'Hongrie dans le match. Mais les joueurs brésiliens sont beaucoup plus expérimentés par rapport à la première fois qu'ils ont gagné leur titre. Et donc maintenant, ils vont exploiter bien les espaces qu'ils trouvent à l'extérieur. Cette tactique de la première finale championnat du monde, ça aurait été positif pour la Turquie. Parce qu'il n'y avait pas encore assez d'expérience pour les joueurs brésiliens. Aujourd'hui, on est déjà dans le 2010. Il n'y a plus les mêmes joueurs. C'est des joueurs entraînés, expérimentés et qui arrivent à profiter de toutes les faiblesses des adversaires. Donc, on est à 12-8 pour l'Hongrie. Regardez comme il se jette sur tous les ballons. Il lâche rien et c'est normal. Il voit les minutes filer. Le Brésil toujours qui mène. Oliveira qui donne les ballons à droite à gauche. De temps en temps, il rate lui aussi. Hein. C'est pas une machine. Ça donne la possibilité aux Hongrois de revenir au score. Voilà, ils sont à 2 possessions de balles, 4 points. Je sais pas pourquoi ils ont jamais changé le spécialiste. Je veux dire, le Brésilien, ils savent bien comment ils jouent maintenant les Hongrois à l'attaque. C'est dommage. Parce que tous les efforts qu'ils ont fait en défense. Après, lui, il prend toujours les responsabilités quand il faut. Hein. Il n'a pas peur. Et là, regardez, le Brésil, par contre, il a changé de stratégie. Et maintenant, Oliveira, il n'est plus le spécialiste. Il est un joueur normal, comme tous les autres. Donc, pour marquer 2 points, il doit faire 360 au Kung Fu. Et il le fait. Ben, ça va vite, là. Ça va vite. Et l'Hongrie, il ne change rien pour le moment. Donc, bel arrêt du gardien de but. Avec spécialiste demi-centre. Passez avec le pivot pour décalage. Ben, l'arrêt est toujours là. Hein. C'est pas possible. Tu n'arrives pas à marquer quand il y a un gardien comme ça. Spécialiste. Coup fou avec le pivot. Et cette fois-ci, ça marche. 2 points. 14-12. Donc l'Hongrie revient dans le score. Ah, c'est bien fait là, cette fois-ci, le coup avec le pivot. C'est dommage, comme tu dis, qu'ils aient pas mis le temps. Oui. Ça aurait permis d'analyser là, les dernières situations et de voir, par exemple, là, s'il reste 5 secondes, un tir à un point suffit. Là, c'est important parce que Gilles, en tant que spécialiste, rate son tir. Donc, Guerra, il est fou de rage parce que ça donne la possibilité aux Hongrois à nouveau de revenir à égalité. Et c'est le moment plus important de la finale. Qu'est-ce que c'est beau ça, 360, un gaucher qui te met après un lobe au 2e poteau dans une finale championnat du monde, ça fait mal pour le Brésil, ça fait mal. Regardez, il s'est bien placé. Franchement, il détourne la contre, il détourne le gardien de but et il arrive à marquer 2 points. Brésil qui est égalité, Gilles à nouveau qui rate son tir de 2 points en tant que spécialiste. Et Oliveira, vous voyez comme il a mis la balle, il n'y a que lui qui fait ça. Après, il y en a d'autres qui ont commencé à le faire. Il pose son bras en bas entre 1 et 2 et avec le poignet, il jette la balle vers l'eau pour faire un petit coup four. Hop! Et ça compte 2 points quand même.
Ça, c'est à boire et revoir dans toutes les écoles de beach handball. Exact. Et les Hongrois, ils sont forts aussi. Franchement, un point. Il est désespéré, même l'entraîneur. Mais bon, les arbitres s'appliquaient. Voyons. Oui, il a accompagné la balle, il n'a pas tiré. Donc c'est un point. Donc Brésil qui marque à nouveau. Oh non, ça a été annulé, je crois. Un point, je crois. 17-15, un point. Et les arbitres, ils appliquent les mêmes règles à les deux équipes, donc c'est normal. Il reste pas beaucoup, hein. Ils ont trouvé cette solution avec le pivot, mais ils maîtrisent un petit peu moins que les Brésiliens la passe à Kung Fu. Physiquement aussi, il doit être un peu plus fatigué. Oui, ça doit être fatigant. De 7, compliqué. Donc là, Guerra, il prend son temps mort. Il reste pas beaucoup. Ils ont deux petits points d'avance. Oui, 2 points. 2 points. Et donc, ça se joue là, maintenant, avec pour la dernière ou avant-dernière, je crois, possession des balles. Donc, l'entraîneur hongrois, il essaie de motiver ses troupes, bien évidemment. Mais voilà, c'est des moments à vivre. C'est terrible pour les joueurs de gérer le stress. Ça joue à pas beaucoup. Hein. Donc, voyons que... Oui, vas-y. Oh, c'est du bon stress, Claudio. Ah oui, bien évidemment. Donc, Oliveira, il a choisi d'aller faire un tir d'à 1 point. Il a raté, mais je ne sais pas comment ils ont réussi à récupérer la balle. Donc, ça donne encore l'opportunité d'avoir la balle marquée d'1 point, je crois. Je crois aussi. Oui. Ah. Donc, un petit point qui leur permet d'avoir, s'il ne restait pas beaucoup. Hein, donc, voilà, ça c'est moi pour vous remercier. Ah oui. Oui, c'est quand j'étais encore bon au beach. Oui, il y a un beau jump là. Oui, j'étais pas mal. Alors, voilà, donc on a partagé, on est resté beaucoup plus qu'1 heure, mais vous avez largement le temps de revoir calmement tout l'épisode. Brésil qui gagne son 12e titre de champion du monde, donc il s'affirme comme la nouvelle puissance de beach handball. Et on disait avec Jérôme tout à l'heure, c'est difficile de la continuité de la victoire dans le beach handball. C'est difficile, je vous assure que c'est difficile. Reste le fait que c'est une belle équipe, même les autres, mais l'exploit qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Et après, on va voir les prochains épisodes, les deux titres de championnat du monde successifs qu'on gagné. Donc, je voulais remercier, Jérôme, je te remercie beaucoup parce qu'on a passé ce dimanche après-midi ensemble. J'espère que ça t'a fait venir des souvenirs du début, du commencement de cette aventure de beach handball. Et j'espère un jour de te revoir arbitrer une finale du championnat du monde. Pourquoi pas? Arbitrer, non. Par contre, maintenant, en tant que délégué, c'est déjà fait. Donc, j'espère qu'il y en aura d'autres parce que ce stress dont tu parlais tout à l'heure, les arbitres l'ont aussi, les délégués l'ont aussi. Donc, pour moi, c'est du bon stress et j'aimerais en avoir tout le temps. Donc, oui, c'est réel plaisir. Réel plaisir aussi de revoir ces images, de commenter avec toi, Claudio. C'est une première pour moi. C'est vraiment chouette de se remémorer ces équipes du Brésil, cette finale sur la plage de Copacabana. Voilà, c'est super. Et puis dire à tous ceux qui commencent à connaître le beach handball et qui veulent un peu se renseigner, regardez ces matchs du Brésil. En filles aussi, c'est pas mal aussi. Mais chez les garçons, avec ce Bruno qui sait tout faire, c'est un vrai régal pour les yeux et ça va encore plus vous donner envie de faire du beach handball. Donc, rappelons que toi, tu partiras le mois de juillet au championnat d'Europe. Tu seras délégué cette fois-ci, n'est-ce pas? Tu n'es pas arbitre, tu es délégué. Donc oui, je pars le 7 juillet là, au championnat d'Europe en Bulgarie. D'ailleurs, j'amène avec moi un binôme arbitre français, Cédric Daré et
Mathieu Fanac, qui commence maintenant régulièrement à être représenté sur la scène européenne. Voilà, j'espère qu'un jour on va travailler encore avec eux et qu'ils vont pouvoir aller goûter à un championnat intercontinental parce qu'ils le méritent. Mais ouais, me tarde le début du mois de juillet là et d'aller m'éclater encore sur le sable après l'avoir fait à Ballaruc. On a hâte de vous suivre, franchement, de revoir ces championnats d'Europe, vu que l'année dernière, les championnats du monde pour le Covid sont sautés. Et on profitera de toi en tant que peut-être envoyé spécial. De temps en temps, tu pourras nous envoyer quelques vidéos, quelques photos. J'aurais bien le plaisir de le partager avec tout le monde pour montrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un championnat d'Europe de beach handball. Ça serait sympa. Écoute, avec grand. Merci. Alors, écoute, merci encore. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne continuation, une très belle été. Profitez de l'espace, du temps qu'on a à disposition aujourd'hui, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que ça peut arriver. Et donc, bon beach à tout le monde. Ok? Ciao, Jérôme. Grazie. Merci à toi. Merci à tout le monde. Ciao a tutti. Ciao, belli.